Eh bien, c'est après de nombreux jours de canicule et de soleil que nous terminons la semaine en Île-de-France, tout du moins avec un peu de pluie, les amis. Et ça fait quand même du bien, ça rafraîchit, d'autant plus que cet été risque de continuer à être extrêmement chaud. Donc, passer cette fin de semaine un petit peu au frais et répondre à vos questions, ça c'est une bonne façon de conclure la semaine. Et vous le savez, chaque semaine, je mets une story, voire même plusieurs sur Instagram où je vous invite à me poser vos questions et je prends bien évidemment les plus pertinentes et j'y réponds afin de pouvoir un petit peu adresser en direct vos questions, vos interrogations et même des fois vos petites remarques qui sont toujours prises avec beaucoup de plaisir. Alors si on fait un très rapide tour sur ce qui s'est passé sur la chaîne pendant la semaine, histoire que vous ayez un petit peu le débrief comme ça un petit peu. Donc on a eu les annonces de Suzuki pour la GSX 8T et TT, donc ce qui veut dire donc Timeless et Timeless Titan, intemporel Titan. Donc des nouveaux modèles chez Suzuki qui reprennent un petit peu l'architecture de la GSX 8S en ce qui concerne le moteur ainsi que toute la partie on va dire partie cycle, et puis derrière on a un habillage de néo-rétro qui va donner à la machine ce délicieux petit feeling nostalgique, et là c'est moi qui suis derrière moi, donc ça fait vraiment un aspect tout à fait Inception. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'il y a des trucs assez intéressants à glaner, et sans plus tarder nous allons passer à cette FAQ avec non pas une question pour commencer, mais Seb Mosoto qui nous dit: pas de question, c'est grâce à toi que j'ai acheté ma S1000XR Pack M. Et pourquoi est-ce que j'ai mis cette remarque, on va dire, qui n'était pas donc une question? C'est tout simplement parce qu'en fait, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages comme ça, à me dire que vous avez acheté votre machine grâce à des vidéos que j'ai pu poster. Et ça me fait énormément plaisir parce que vous savez que c'est aussi ça l'idée, c'est de vous partager on va dire ma passion à son niveau humble que je peux avoir, et en même temps si ça peut vous aider à trouver des points d'accroche qui peuvent vous dire cette moto elle est faite pour moi, elle n'est pas faite pour moi, ça me plaît énormément. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, vous partagez ma passion, donc ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, c'était la petite remarque un petit peu comme ça que je voulais mettre en avant. Et puis aussi parce que ça me faisait quand même bien plaisir, nous avons Kibas qui nous dit: pas de question, juste je fais de la propagande pour réhabiliter la ZH2. Et comment ne pourrait-on pas vouloir réhabiliter la ZH2, cette moto qui est absolument extraordinaire et qui n'a pas encore aujourd'hui l'amour qu'elle mérite, même si les choses évolue quand même de façon assez prononcée, puisque la ZH2 ces derniers mois a quand même eu une vague d'amour assez prononcée, je trouve. Il y a de plus en plus de personnes qui testent cette moto et qui se rendent compte à quel point la ZH2 c'est une machine qui est absolument fantastique, qui va vraiment avoir un cœur gros comme ça. Elle n'est bien évidemment pas la machine la plus agile, la plus précise lorsqu'il s'agit d'aller sur le circuit. Mais néanmoins, quand on va vraiment réfléchir à avoir une moto qui délivre des sensations en ligne droite et qui est vraiment ultra sensationnelle tout simplement, c'est vraiment une moto extraordinaire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le remettre en avant parce que c'est une machine folle, et je vous invite vraiment à en tester une de ces quatre, à ne pas forcément rester que dans les carcans des Tuono, Speed Triple, Street Fighter, qui sont des motos extraordinaires, mais allez essayer ce petit bijou qui a effectivement une apparence et un look un petit peu atypique, mais un cœur gros comme ça. Allez tester une ZH2, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Prochaine question de la part de Lille Sainte 34500. À quand l'essai de la 675 NK? Vous avez été extrêmement nombreux, encore une fois, à me poser cette question. C'est une machine qui cristallise aujourd'hui énormément d'attentes, cette 675, parce que tout simplement c'est la version Roadster de la 675 SRR que tout le monde ne veut pas rouler en sportive, et je peux le comprendre parce que forcément au bout d'un moment ça fait un petit peu mal au poignet. Et donc effectivement vous me demandez quand est-ce que je vais tester cette moto. Je vais très bientôt vous faire la vidéo dont je vous avais promis que je le ferai, du duel comparatif avec les fiches techniques 675 NK versus 800 NK, parce que vous avez été aussi assez nombreux à me le demander, donc je vais le faire. Et l'essai
de la 675 NK devrait se faire normalement dans les prochaines semaines. Le truc, c'est que j'ai un planning extrêmement chargé parce que, comme vous le savez peut-être, je pars avec Suzuki France en Slovénie et en Allemagne pour les essais des DRZ 4S et 4SM et aussi des nouvelles GSX 8T et 8TT. Donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais d'ici la fin de l'été, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'essai de cette 675 NK. Ça, j'en fais mon affaire. Ensuite, nous passons à la question de Ismaël Capcar94 qui nous demande « Hello !» Bonjour, bonjour à toi. Qu'as-tu pensé de la GSX-S 1000 2025? Et oui, parce que cette machine, elle a été mise à jour, la GSX-S 1000 2025, avec des petites nouveautés assez sympathiques, et ça reste une moto totalement folle. La GSX-S 1000, c'est vraiment une machine qui est extrêmement sympa, qu'il s'agit de son moteur phénoménal, le 4 cylindres en ligne de la GSX R 1000 de 2005 à 2008 et qui permet vraiment d'avoir des sensations qui sont folles, une partie cycle qui est redoutable. Vraiment, c'est une machine qui est plus poussée en termes de partie cycle que même la CB1000 Hornet. En ce qui concerne son châssis, ça reste vraiment une moto qui est dérivée de machines hyper sport, hein, avec un châssis double longeron en aluminium qui est extrêmement qualitatif et du coup, cette GSX-S 1000 2025, elle fait vraiment très très bien le travail. Il y avait des innovations à apporter, comme notamment cet écran TFT qui vraiment méritait une mise à jour parce que l'ancien vraiment faisait un petit peu la tête. Il y a eu des petites choses qui ont été un petit peu affinées au niveau des assistances électroniques. Et en fait, le grand problème de la GSX-S 1000 2025, c'est vraiment son positionnement tarifaire de 13 799 €, qui pour le coup fait quand même un petit peu mal. Le truc, c'est qu'en fait, on a des offres en fait assez intéressantes sur pas mal de machines. Et la GSX-S 1000, on la trouve à partir de 12 599 €. Et à ce tarif-là, ça commence vraiment à faire très plaisir parce que en fait la machine devient concurrentielle avec la CB1000 Hornet, pas forcément au niveau du fait d'avoir des étriers Brembo Stilema ou l'amortisseur arrière Öhlins, mais on a quand même beaucoup de choses qui sont très sympas sur cette machine. Le moteur est à mon sens plus sensationnel, donc ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, ça peut être un bon moment si vous êtes curieux d'aller la tester la moto et peut-être de repartir avec une belle promotion, hein. On avait bossé avec Suzuki France pour cette campagne promotionnelle et vraiment je vous encourage à aller vous renseigner sur cette moto qui est très cool aussi. Ensuite, nous allons passer à la question de Mediani97 qui me dit « Pour toi, c'est mieux d'y aller petit à petit après le A2 ou on peut passer direct à 150 chevaux ?» Et cette question, en fait, je la trouve hyper intéressante parce qu'en fait, c'est une question qui n'a pas une réponse unique. Et je vais l'illustrer avec une machine assez peu connue, répandue, mais qui illustre très bien mon propos, vous allez voir. Cette moto, c'est la Indian FTR 1200, une machine fantastique. Et pourquoi est-ce que je prends cette FTR 1200 en exemple? C'est déjà parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans le live et vous le sauriez si vous veniez nous rejoindre, donc n'hésitez pas. Mais c'est surtout parce qu'en fait, cette FTR 1200, eh bien c'est une machine que vous pouvez avoir en A2. Vous pouvez rouler une FTR 1200 A2. Alors c'est vrai qu'on est loin des carcans de la MT-07, la Z650, les machines type Hornet, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont les moyens et qui peuvent rouler avec ce genre de machine. Cette moto, elle est équipée d'un moteur de 1200 cc. D'accord? À titre de comparaison, une Hornet 750, on est aux alentours des 750 cc, un petit peu plus pour une GSX 8S, une Z650, on est presque à la moitié. Donc, vous imaginez bien que ce qu'on a là-dedans, c'est un moteur qui est phénoménal. Et en fait, bien que la puissance de la machine soit bridée, donc de 120 chevaux à 47,5, sur une moto en A2, il y a un truc qui est beaucoup moins bridé, c'est le couple. Le couple qui est ici de 120 Nm sur la FTR 1200 et qui doit être guère moins élevé sur la version A2. Et bien ça, c'est typiquement en fait l'illustration que, en fonction de la machine que vous avez conduite lorsque vous étiez en permis A2, la façon comme vous allez appréhender votre prochaine moto, eh bien, va être totalement différente. Et la raison en est très simple, c'est parce qu'en fait, si vous avez roulé une moto qui fait 120 Nm de couple pendant 2 ans, eh bien, quand vous allez tester une machine qui fait 150 chevaux, potentiellement, ça va être même une moto moins dangereuse immédiatement parce que ça se trouve, ça va être une moto qui va faire 1000 cc pour 150 chevaux, ça existe, hein, et qui va avoir beaucoup moins de couple à bas régime. Et en fait, il est vrai que les chevaux sur une moto, c'est quelque chose qui peut amener vraiment
un facteur de danger. Mais ce facteur de danger, en fait, il est beaucoup moins présent que quand vous avez une moto qui fait 150 Nm de couple à 3000 tours minute. Parce que là, en fait, la moindre rotation de poignet se traduit par une accélération ultra brutale, alors que sur une machine qui fait beaucoup de chevaux, mais un couple plus bas, vous allez mettre du temps pour développer cette puissance. Donc, c'est en votre âme et conscience que vous êtes en train de faire le con, mais vous ne vous faites pas déborder. Si vous savez qu'effectivement, sur une machine qui fait 150 chevaux, vous allez tout le temps taper dedans et vous allez arriver à des vitesses qui sont répréhensibles par la loi et dangereuses pour vous, alors oui, la question ne se pose pas. Il ne faut pas aller sur des machines comme ça immédiatement, il faut prendre le temps. Et même, il ne faut pas avoir peur de ne jamais y aller. Il ne faut pas avoir peur de ne jamais dépasser les 100 chevaux sur une moto ou 120 chevaux. C'est super, 100 chevaux, 120 chevaux, c'est plus que largement suffisant. Lorsqu'on commence à aller dans des machines qui ont ce genre de puissance, il faut savoir les respecter, il faut savoir les craindre. C'est ce que j'ai toujours dit. Si vous sentez que vous êtes parfaitement capable de le faire, vous pouvez y aller. Et a fortiori, si vous avez conduit des motos avec un peu de couple à bas régime dans le A2, vous y serez plus habitué. Mais par contre, c'est vraiment une question de considération personnelle. Jamais je pourrais vous juger là-dessus. Ma première moto que j'ai achetée avec des sous que j'avais, c'était une Suzuki Hayabusa de 2001. D'accord? Donc moi, j'avais 175 chevaux, j'avais 135 Nm à la roue arrière et je n'ai jamais eu aucun accident parce que je savais que j'en étais capable. Je savais que j'étais capable de me raisonner. Pas de conduire mieux que les autres. Loin de là, je suis une quiche. En termes de moto, vous êtes sans doute la moitié à me regarder à avoir des meilleures capacités de pilote que moi. Par contre, je savais que j'avais la jugeote. Et ça, c'est un truc qui est super important. Et c'est probablement ce qui vous maintiendra en vie en tant que motard le plus longtemps possible. Donc voilà, vous avez ma petite réponse sur cette question. La dernière question de cette FAQ, c'est Léonide VS qui nous dit « Le 3 cylindres est-il le meilleur compromis pour un A2 qui voudrait du son et de la perf ?» Alors ça, c'est vraiment une question qui est hyper intéressante parce que finalement, je trouve qu'elle cristallise bien une question que beaucoup se posent, à savoir quelle est l'architecture moteur sur laquelle on part lorsque on commence à avoir le permis A2. Parce que le permis A2 est une contrainte de bridage de puissance, et qui dit bridage de puissance dit un certain nombre de choses à prendre en considération, plus que quand on a le permis A. L'une de ces choses-là, c'est bien évidemment que un 4 cylindres en ligne, par exemple, si vous achetez une CB650R ou une CBR650R, c'est des motos qui sont très cool, mais ce sont des machines en fait qui vont pas vous apporter beaucoup de sensations. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez avoir une moto qui fait 95 chevaux avec un 4 cylindres en ligne qui exprime sa puissance dans les tours, et quand vous allez brider la machine, c'est justement les tours qui vont être bridés. Donc votre moto, elle aura rien dans le sac. Elle sera belle, elle sera bien finie, elle sera très jolie, et si c'est ce que vous aimez, tant mieux. Mais par contre, en termes de sensations, ça va être un petit peu moins foufou. Si vous partez sur un bicylindre, type Z650, MT-07, 800 NK, vous allez avoir une moto qui va vous envoyer du pâté dès les bas régimes. Donc c'est super chouette. Par contre, vous avez une sonorité qui n'est pas forcément la plus séduisante. Je peux le comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très fans de ce côté un peu tambour et qui du coup se disent « Moi, je voudrais une machine qui sonne un petit peu mieux que ça ». Et c'est vrai qu'en ça, les 3 cylindres en ligne sont super parce qu'ils ont un équilibre qui est exceptionnel. C'est vrai que ce sont des moteurs qui sont moins coupleux que les bicylindres, moins dans les tours que les 4 cylindres, mais qui sont très bien au milieu et qui offrent vraiment des super sensations. Je vous illustre ça avec la Street Triple 765 qui est peut-être l'un des meilleurs exemples de cette catégorie. Et puis bien évidemment aussi la MT-09, le CP3, s'il y en a bien un qui incarne la bonne philosophie du 3 cylindres moderne, c'est ça. Ce sont les deux marques qui aujourd'hui utilisent beaucoup ça. Il y en a d'autres bien évidemment, MV Agusta, d'autres marques utilisent du 3 cylindres. Mais aujourd'hui peut-être que les deux populaires, c'est vraiment chez Triumph et chez Yamaha. Et eh bien c'est vrai qu'effectivement c'est un équilibre très optimisé sur le 3 cylindres avec des machines qui sont à la fois sensationnelles, qui ont un son qui est très cool, des belles performances et d'un côté comme de l'autre, vous avez des machines qui sont un peu différentes. Du côté de la Street Triple 765, on est sur un moteur qui prend plus de tours et qui va vraiment un peu plus s'exprimer dans les hauts régimes, qui sera donc peut-être un peu moins sensationnel à bas régime, un peu moins fun immédiatement en A2 que celui d'une MT-09. Si d'ailleurs vous voulez une alternative très bonne à ce moteur, chez Triumph, la Trident 660, elle est plus bas dans les tours, donc elle peut être cool. Et si vous voulez un moteur ultra fun, mais une finition un peu moins bonne et surtout en fait un châssis moins précis, parce que c'est en ça surtout que se distingue la Street Triple 765, la Yamaha MT-09, c'est ce qu'il vous faut. La nouvelle version est extraordinaire en plus, ils l'ont rendue un peu plus précise, ça devient plus sérieux quand même l'histoire, on a beaucoup de technologie sur la machine, elle a un look qui est toujours un petit peu à part, mais moi je trouve que c'est pas forcément très gênant, je trouve que la moto est plutôt assez sympa, et donc c'est un bon équilibre. Et il est vrai, en effet, que lorsque l'on se tourne vers du 3 cylindres pour
le permis A2, eh bien, il y a un très très bon ajustement qui existe avec, eh bien, d'un côté, la performance, la sonorité qui est vraiment chouette, et puis on peut aller chercher différentes philosophies, soit un petit peu plus de finition, précision, moteur un peu plus haut perché, machine très cool à conduire quand même avec la Street Triple, ou alors vraiment le fun à bas régime avec un moteur ultra peps, pétillant, pas mal de technologie, un petit peu moins techno, enfin un petit peu moins fini, pardon, avec la Yamaha MT-09. Oui, effectivement, il y a un monde dans lequel le 3 cylindres est peut-être l'architecture idéale. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si ça vous dirait que je fasse un petit comparo entre la MT-09 et la 765. Je crois que j'en ai pas fait depuis un moment. Ça pourrait être le moment de le faire et de vous comparer un petit peu sur le papier les machines. D'autant plus que je les ai toutes testées. Un MT-09 standard, SP, Street Triple 765 et RS. Donc je peux aussi vous donner mon ressenti là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je pars très bientôt en Allemagne et en Slovénie pour les essais avec Suzuki. J'ai la Yabusa au Parc Presse actuellement. J'ai aussi une Bimota KB4 dans le garage actuellement. Et je vous rappelle que c'est une moto qui n'a jamais été testée en France, pardon, en vidéo. Donc ça, je vais vous inviter vraiment à vous abonner à la chaîne et à donner un petit peu de soutien, un like et un commentaire. Ça va être vraiment à référencer. Et puis après, eh bien, on va se retrouver très vite pour un essai assez inoubliable. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes.